Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 21 mars. Une journée en or pour le sport français, 2 médailles et 2 titres mondiaux. À Tokyo, Brian Joubert devient le premier Français champion du monde de patinage artistique depuis plus de 40 ans. Et à Melbourne, en Australie, Virginie Dodieu est à nouveau la reine de la natation synchronisée. La relaxe du directeur de Charlie Hebdo dans l'affaire des caricatures de Mahomet. Les juges ont suivi le parquet. Aucune injure raciale reconnue. L'Union des organisations islamiques de France a décidé de faire appel. Politique avec cette question. Faut-il un débat entre les candidats à l'élection présidentielle avant le premier tour? L'idée est lancée. Nous verrons qui le souhaite parmi les 12 candidats. Un rendez-vous exceptionnel dans ce journal avec un homme qui a pris pour habitude de défier le monde. Pour France 2, ce soir, le président iranien Ahmadinejad répond depuis Téhéran aux questions de David Pujadas et de Thierry Tuillier. La journée mondiale de l'eau, une ressource plus fragile. 2 hommes sur 3 seraient confrontés à une pénurie d'ici 2025. L'Afrique est toujours le continent le plus menacé. Enfin, la France ouvre ses archives officielles sur les ovnis. Chaque année, entre 50 et 100 cas sont signalés. Fantasme, délire ou vraie question, découverte de cette opération de transparence à la fin de ce journal. Et tout d'abord, ce rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure dans ce journal, l'interview d'un des leaders les plus controversés de la planète, à la veille de son départ pour les Nations Unies. Alors que son pays s'apprête à faire l'objet de nouvelles sanctions concernant le nucléaire, le président iranien Ahmadinejad répondra à nos questions. Entretien exceptionnel, direction donc Téhéran où nous retrouvons sur place David Pujadas. Une page exceptionnelle, oui, puisque effectivement nous avons pu rencontrer l'homme qui défie le monde. C'est la première fois que le président iranien ouvre ses portes à une télévision européenne et vous le verrez, vous l'entendrez, c'est un homme simple mais radical et intransigeant qui s'est présenté à nous alors que dans quelques jours, le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à durcir les sanctions si l'Iran poursuit son programme nucléaire si redouté. C'est donc un moment très important. À tout à l'heure. À tout à l'heure, David. Le sport français à l'honneur aujourd'hui avec Brian Joubert qui a trouvé son Graal. Le Français est devenu champion du monde de patinage artistique. Tout cela s'est déroulé ce matin à Tokyo sous les yeux d'Alain Calmat. Pour les plus jeunes d'entre vous, il s'agit du dernier champion du monde français de patinage. C'était il y a 42 ans. L'exploit de Brian Joubert commenté par Nathalie de Rinxin. Sur la plus haute marche du podium, Brian Joubert savoure son premier titre mondial. Bouleversé, il ne sait pas s'il doit en rire ou en pleurer. Finalement, il exulte et entame un tour d'honneur pour le plus grand bonheur des Japonaises, ravies d'effleurer le meilleur patineur du monde. Cette saison, j'ai tout gagné. Champion d'Europe, champion du monde. Il me reste un titre à avoir, c'est celui de champion olympique. Ce matin, sur la glace de Tokyo, il a réussi le saut le plus important de sa carrière. 4 tours en l'air, une performance technique qui l'incite à changer de tactique et à modifier son programme. Le deuxième quadruple saut devient un triple. Calculateur, le Français prend moins de risques, il gère son avance. Son programme est un peu moins spectaculaire, mais toujours aussi joli. Joubert exécute encore 6 triples sauts sans aucune erreur. En 1965, Alain Calmat avait construit sa victoire sur une série de doubles sauts. Aujourd'hui, il était dans les tribunes de Tokyo pour assister au triomphe du jeune Français. C'est un garçon qui a le plus beau patinage du monde depuis plusieurs années. Et ça aurait été dommage qu'il ne gagne pas ce championnat du monde. C'est pour ça que je suis venu un petit peu l'encourager. Dans la nuit de Tokyo, Brian Joubert a décidé de noyer sa victoire dans le champagne. Un petit écart avant de reprendre l'entraînement pour tenter de décrocher un jour l'or olympique. Et Jacques Chirac a eu 2 champions du monde français à féliciter le même jour, puisqu'à Melbourne, cette fois en natation synchronisée, Virginie Dodieu est pour la 3e fois de sa carrière montée sur la plus haute marche du podium des championnats du monde. Christophe Duchiron, Christophe Vignal. Une retraite en or et non une fausse sortie comme la dernière fois. Championne du monde en 2005 à Montréal, championne du monde aujourd'hui à Melbourne. Entre les deux, 1 an et demi d'arrêt et 4 mois de travail acharné. Ou comment Virginie Dodieu a effectué un retour gagnant et des adieux à jamais à son art aquatique. J'ai quand même donné ce qu'il fallait au niveau des tripes et de l'émotion, donc c'est quand même sorti. Et ouais, c'est génial parce que c'est pas gagné et que j'ai réussi, quoi. La natation synchronisée exige de concilier apparemment l'inconciliable.
car la grâce et l'esthétique doivent supplanter l'effort intense et l'incroyable activité physique. Virginie s'est emparée à sa manière du personnage de la Calas, à la voix belle et fragile comme le cristal. Pur moment d'émotion dans sa dimension artistique, avec 4 fois sur 5 la perfection de la note maximale. Il faut s'imprégner, il faut bien connaître le personnage pour vraiment pas être moi Virginie et être quelqu'un d'autre et pouvoir dire je suis l'autre personne. Elle vous a porté? Ouais, elle m'a aidé, ouais. Quand elle sut qu'elle était championne du monde pour la 3e et dernière fois de sa carrière, Virginie abandonna la cantatrice et s'empara de son fiancé qu'elle serra fort. Joli moment d'émotion synchronisée. Il y aura un autre procès des caricatures de Mahomet. L'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, a décidé de faire appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris. Aujourd'hui, Philippe Val, le directeur de Charlie Hebdo, a donc été relaxé, lui qui était poursuivi pour injure raciale après la publication de 3 caricatures du prophète Mahomet. Dominique Verdaillan, Guillaume Fautra. Le jugement où il fallait être, qu'on soit lecteur de Charlie Hebdo, défenseur de la liberté d'expression ou journaliste d'un média étranger. Les gendarmes eux-mêmes étaient venus nombreux. À 13h30, applaudissements dans la salle d'audience. Charlie Hebdo à la bénédiction de la justice. C'est une bonne nouvelle pour les musulmans laïcs et républicains. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient en la liberté d'expression. C'est une bonne nouvelle quand on pense que c'est une nécessité pour faire marcher les états de droit. Premier dessin visé, la une de Charlie Hebdo signée Cabu. Les juges ont considéré que la caricature ne visait que les intégristes. Autre dessin paru au Danemark, celui-ci, Mahomet représenté avec une bombe en guise de turban. Si le tribunal reconnaît que le dessin peut choquer, blesser, il n'est en rien insultant. La Grande Mosquée de France, qui avait poursuivi l'hebdomadaire, se montre satisfait. Charlie Hebdo est relaxé, la caricature est jugée condamnable, mais au bénéfice de la bonne foi. Au bénéfice, finalement, de la volonté de ne pas blesser. Nous en prenons acte. L'Union des organisations islamiques de France ne veut pas en rester là. Pour elle, le tribunal n'a pas été jusqu'au bout de sa logique. On n'a pas compris. On dit que le dessin est choquant. Et malgré tout cela, on dit que c'est resté dans le cadre de la liberté d'expression. Une relaxe arrosée ce soir dans les locaux de Charlie Hebdo. Initialement tiré à 100 000 exemplaires, le numéro spécial incriminé a été diffusé en février 2006 à plus de 400 000 exemplaires. La page politique avec une journée de déplacement pour de nombreux candidats. Olivier Besancenot pour la Ligue communiste révolutionnaire était aujourd'hui avec les ouvriers du groupe PSA à Aulnay-sous-Bois. Le candidat de la LCR qui monte progressivement dans les sondages avec désormais 4% d'intention de vote. Reportage Ahmed Plazir, Vivien Roussel. Olivier, président! Olivier, président! En attendant d'être président, il est en campagne. Ici, au milieu de 300 ouvriers de PSA Citroën en grève depuis 3 semaines pour réclamer des augmentations de salaire, Olivier Besancenot propose d'être leur porte-voix. Du pognon, il y en a. Et moi, le seul truc que je vais essayer de démontrer dans cette campagne, puisque maintenant je peux le faire étant donné que j'ai mes 500 signatures, c'est au moins prouver à tout le monde que la France ne s'appauvrit pas. La France, elle n'a jamais été aussi riche qu'en ce moment. Et c'est la redistribution des richesses qui n'a jamais été aussi inégalitaire qu'en ce moment. Et qu'est-ce que je veux dire lundi, ça s'annonce comment? Ah bah lundi on reprend plus belle, hein. S'ils veulent pas négocier, on reprend plus belle et on continue. Hein. Le candidat de la LCR s'inquiète du sort des intérimaires pas titularisés. Celui-ci lui montre un courrier de la direction l'avertissant de sanctions possibles pour cause de grève. Mais ça, ils font ça partout. Hein. Ouais, nous, ils nous font la même, hein, de toute façon, quand on est en grève. De toute façon, Et ce qui est clair, c'est qu'ils ont bien compris une chose, c'est que les élections, c'est un bon moment pour se faire entendre. Voilà, et tous ceux qui vous endorment en vous disant faut rentrer en apnée et attendre le 22 avril 2007 et avec eux tout va changer, faut surtout pas les croire. 300 € d'augmentation sur tous les salaires, c'est justement ce que propose Olivier Besancenot dans son programme. Et quand Ségolène Royal propose le SMIC à 1 500 € brut dès que possible, ici ça ne passe pas. Nous, c'est maintenant qu'on les veut, c'est pas dans 5 ans. Moi, ma boulangère, je vais lui dire, je vais te payer ta baguette dans 5 ans. Et on va rigoler. Un SMIC à 1 500 € net, tout de suite, c'est ce que proposera le candidat de la LCR ce soir pour son meeting au Mans. Le Gavroche révolutionnaire, comme on l'appelle, poursuit son petit bonhomme de chemin. De son côté, Ségolène Royal était à Marseille aujourd'hui. La candidate socialiste y tient ce soir un meeting. Cet après-midi, elle a participé à un chat vidéo avec des internautes qui lui avaient adressé leurs questions sur son site de campagne Désir d'avenir. Sur place, Jeff Wittenberg et Zidane Berkous.
le meeting le plus chaud. C'est ainsi que le promettent les amis de Ségolène Royal. Et pour mettre l'ambiance à Marseille ce soir, d'abord une chanson. Elle était jusque-là inédite. Ségo, comme l'appellent donc désormais ses fans, a commencé sa journée dans un bar marseillais. Sur le Vieux-Port, la candidate socialiste fait un chat, en français un dialogue sur Internet, une occasion de dérouler le programme. Pour lutter contre le chômage des jeunes, vous voulez mettre en place des emplois tremplins. Qu'est-ce que c'est? Il y a ce qui est nouveau, les emplois tremplins mis à disposition des petites et moyennes entreprises. Je veux que la France rattrape son retard et ne reste pas le pays d'Europe où le taux de chômage des jeunes est le plus élevé. Au meeting, en attendant la candidate, on se compte 8500 personnes. À un mois du premier tour, ici, on ne croit pas à un effet Bayrou. Ici, personne n'imagine une défaite de Ségolène Royal. On va faire un vote utile. Et on ne fera pas comme 2002. On est tous rassemblés, on est tous là. Les gens comprendront que l'avenir, c'est donner la présidence à Ségolène Royal. C'est-à-dire aux gens de gauche, aux gens qui défendent le peuple français. Il y a quelques minutes, en arrivant à la tribune, Ségolène Royal demande elle aussi aux électeurs de gauche de voter utile. Et je voudrais d'abord vous dire que je ne veux pas que le 22 avril ressemble au 21 avril. Rien n'est fait, c'est le message que répète le camp socialiste aujourd'hui, quels que soient les sondages. C'est l'une des questions qui interpelle depuis quelques jours les états-majors politiques. Faut-il organiser un débat entre les candidats avant le premier tour de l'élection présidentielle? On avait pris l'habitude du face-à-face, du second tour, même si la règle ne fut pas respectée en 2002. En tout cas, les Français semblent le souhaiter. Alors, quelles seraient les règles d'un tel débat? Et les candidats, eux, qu'en pensent-ils? François Baudonnet, Arnaud Wust. Ça permet de classer les... Ce débat se déroule il y a 8 ans, juste avant les élections européennes. Quand Nicolas Sarkozy dit « à nous les baisses d'impôts », tu parles. Lorsqu'on a été au pouvoir, on les a augmentés de 120 milliards. La violence de cette attaque surprise déstabilise Nicolas Sarkozy. Un échange de cette sorte pourra-t-il avoir lieu cette année devant les Français avant le 22 avril? Lundi, Ségolène Royal est la première à affirmer ne pas être hostile à un débat avec ses principaux challengers d'ici au premier tour. Ces deux principaux concurrents, justement, réagissent immédiatement. Je suis pour, j'y suis favorable, organisez-le. Sortez de la position d'observateur qui est la vôtre, organisez-le, invitez-nous, je viendrai. C'est quand même une drôle d'idée de demander l'organisation de débats à un moment où on ne peut plus les organiser. Puisqu'il y a 12 candidats, comment vous allez faire? Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il est vrai, impose à présent l'égalité des temps de parole des candidats. Faut-il donc organiser un débat à 12, 2 débats à 6 ou 3 débats à 4? À chacun son idée. La candidate des Verts propose, elle, une confrontation des seuls candidats de gauche. Je trouve indispensable que les candidats de la gauche démontrent leur détermination à construire une majorité capable de répondre aux besoins des Français. Quoi qu'il en soit, dès lundi prochain, dans Mots croisés, plusieurs candidats ou leurs représentants débattront sur France 2. L'Europe s'apprête ce week-end à célébrer les 50 ans du traité de Rome, l'acte fondateur de l'Union. L'Europe qui a du mal à s'imposer comme thème dans cette campagne présidentielle, même si le dossier Airbus l'a réinvité un temps au cœur des débats. Quelle politique donc pour l'Europe? Quelles leçons tirées de l'échec du référendum sur la Constitution? Le point de vue des candidats avec Jean-Paul Chapelle. Celui ou celle qui remplacera Jacques Chirac lors du prochain sommet européen aura un problème urgent à résoudre: comment sortir l'Europe de la crise dans laquelle elle se trouve depuis le non français à la Constitution. À la place, Nicolas Sarkozy veut un traité simplifié sur le fonctionnement de l'Europe, soumis au Parlement pour ratification. Ségolène Royal, elle, souhaite qu'un volet social soit rajouté au texte, mais soumis à référendum. Quant à François Bayrou, il veut un texte court, lisible, compréhensible par tous, soumis aussi à référendum. Seul le peuple lui-même peut refaire ce que le peuple a défait. Autre clivage, la Turquie a-t-elle vocation à entrer dans l'Union européenne? Cette fois, Nicolas Sarkozy et François Bayrou sont sur la même position, contre. Réponse plus prudente de Ségolène Royal, pas question de fermer la porte pour l'instant. Soit la Turquie remplit les conditions qui ont été posées, et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, elle ne les remplit pas, et qu'il faut une pause pour que l'Europe déjà fonctionne bien. Et en même temps, je pense que ce serait une erreur de rejeter la Turquie parce que c'est la Turquie. À l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen et Philippe de Villiers sont résolument contre la Turquie. À l'extrême gauche, on est plutôt pour.
la Turquie fait partie déjà d'un certain nombre d'institutions européennes, et depuis le début quasiment, sans aucun problème. Seul point de convergence pour tous les candidats ou presque, réclamer à la Banque Centrale Européenne et à son président Jean-Claude Trichet qu'en plus de son objectif de faible inflation, il se préoccupe aussi de la croissance et de l'emploi. Le CRPJ de Versailles va devoir faire la lumière sur la mort du chef de la police municipale de Chambourcy dans les Yvelines. Christian Maréchal, 59 ans, a été découvert mort hier à son domicile. Il a reçu de nombreux coups de couteau. Une enquête est en cours. Le message de la direction de la police nationale est clair, il n'y a aucune consigne nationale écrite donnée au CRS d'éviter de se rendre dans certains quartiers sensibles. Pourtant, 2 notes circulent actuellement en ce sens, concernant précisément des zones sensibles situées dans l'Essonne et en Seine-Saint-Denis. Explication Amaury Guibert, Hugues Buchard. C'était il y a quelques jours à Grigny, en banlieue parisienne. Aux abords d'une cité, les forces de police se déploient. Quelques habitants observent la scène et doivent rapidement présenter leur papier d'identité. Monsieur, vous vous soumettez ou alors c'est au commissariat, monsieur. D'accord? Je discute pas, moi. Hein. On est dans une zone de sécurisation ici. Le ton est ferme, la tension palpable. Dans les quartiers réputés difficiles, la présence de la police n'est jamais sans poser de problème. J'ai rien du tout. Certains responsables auraient d'ailleurs pris les devants, si l'on en croit ces 2 notes diffusées en région parisienne. La première émane de la sécurité publique de l'Essonne et précise « Aucun contrôle dans les gares sans instruction du commissaire de permanence ». La deuxième vient du commissariat du Raincy. Elle pointe une augmentation de la délinquance à certains endroits, mais précise qu'afin d'éviter tout incident dans le secteur des Bosquets, il y a lieu de ne pas traverser certaines rues. Des consignes qui s'ajoutent à d'autres, selon le syndicat majoritaire des CRS, proche de la gauche. Tous les jours, il y a des instructions verbales qui sont données de faire attention à tel ou tel endroit. Mais je croyais qu'au contraire, on devait être là. Notre présence était là, policière, pour interpeller les délinquants sous quelque forme que ce soit. La direction des CRS dément fermement. Pour elle, ces notes ont une explication. Ce sont des instructions qui sont souvent, les 2 que vous citez, souvent écrites par la sécurité publique, justement pour ne pas perturber des enquêtes en cours et des planques en cours. Entre le travail d'enquête et les patrouilles, l'équilibre est fragile. Hier, ce quartier d'Étampes était sous haute surveillance après une nuit d'affrontements. Une réaction à une série d'interpellations dans une enquête sur une agression. Les intempéries avec la neige qui est tombée en abondance dans l'est du pays et certains élèves se sont retrouvés en vacances forcées. Le ramassage scolaire était interrompu aujourd'hui en Moselle et dans le Bas-Rhin. Tôt ce matin, la circulation des poids lourds était interdite dans la région du nord de Thionville notamment. Météo France a maintenu l'alerte orange jusqu'à demain pour ces 2 départements. C'est la journée mondiale de l'eau. L'eau, un produit de luxe pour 1 milliard de personnes. C'est le thème d'une opération menée hier et aujourd'hui par Action contre la faim. L'association a distribué de l'eau en flacons imitant ceux des parfums distribués à Paris, Lyon, Bordeaux ou encore à Marseille. Dans de nombreux pays africains, l'eau se raréfie, le désert avance et les populations doivent se déplacer pour tenter de trouver un hypothétique point d'eau. Au Burkina Faso, nos correspondants Dominique Derda et Frédéric Ranc ont suivi le travail d'une association française, L'eau vive, qui tente de trouver de l'eau à l'aide de forages afin de redonner vie à des villages entiers. Direction le village de Débanga. La première chose qu'ils ont achetée dès que la pompe fut installée, c'est un cadenas. À Débanga, au nord du Burkina Faso, l'eau est si rare et si précieuse qu'on a créé un comité de gestion pour s'assurer que personne n'en gaspillerait la moindre goutte. Faut dire qu'on a bien cru que jamais on en trouverait. Ça faisait 10 ans qu'une association française baptisée Eau Vive effectuait des forages sur le territoire de la commune. 10 ans qu'à chaque fois, on ne remontait que du sable. Chaque jour, on devait se lever à l'aube. On marchait 5 ou 6 heures aller-retour sous un soleil de plomb. 100 fois, j'ai cru mourir. Pour aller chercher de l'eau, on devait abandonner nos enfants qui pleuraient en nous attendant. En décembre dernier, enfin, la chance a souri aux villageois. Un jour qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Au beau milieu de la brousse, à 36 mètres sous terre, la foreuse a fini par atteindre la nappe phréatique. Pour les hommes et leurs animaux, il était temps. Beaucoup de jeunes commençaient à aller s'installer ailleurs et du coup l'arrivée de l'eau redonne espoir au village. On peut maintenant faire d'autres projets, c'est un nouveau départ pour eux, quoi. Un nouveau départ, comme pour cette famille de nomades sédentarisés depuis la grande sécheresse de 1984, durant laquelle ils ont perdu presque tout leur bétail. Maintenant que l'eau est là, ils se disent qu'avec un peu de chance, ils vont peut-être parvenir à vivre un peu mieux.
Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir un petit champ à côté de la maison, quelques légumes et du fourrage pour les bêtes. Face à l'avancée du désert, leurs moyens souvent sont dérisoires. Il fait plus de 40 degrés, mais à Kontsi, à quelques kilomètres de Debanga, chacun tient à apporter sa pierre à l'édifice. On érige de petits murets, des digues, qui à la saison des pluies retiendront l'eau qui ruisselle. Au lieu de dévaler la pente et de courir dans les chemins, l'eau sera bloquée par les digues. Elle s'enfoncera dans le sol et lorsqu'on plantera nos semences, là au moins, elles pousseront. Pour les spécialistes d'eau vive, l'association française, trouver de l'eau, c'est évidemment la priorité. Mais la retenir quand il y en a, c'est tout aussi important. Cette année, dans une douzaine de villages des environs, sur plus de 400 hectares, on va planter des pierres, en attendant la pluie. À l'étranger toujours, au Pakistan, pour la 3e fois, un tir d'essai d'un missile de croisière à capacité nucléaire a été réalisé. Le rayon d'action de ce missile est désormais de 700 km. Le président Musharraf s'est félicité de ce succès important pour le Pakistan. Et puis 2 morts et 1 blessé dans un sous-marin nucléaire britannique. Les faits se sont déroulés au cours de manœuvres dans l'Arctique avec les forces américaines. Selon le ministère de la Défense, l'accident serait dû à l'explosion d'un appareil d'oxygène à l'avant du sous-marin. Le sous-marin ne transporte aucun missile nucléaire. Le réacteur serait intact. Un nouveau week-end de mobilisation pour le SIDAction. Dès demain, les appels aux dons vont se relayer à la radio, à la télévision. Le marathon débutera dès 6h30 sur notre antenne lors de Télématin avec William Lémergie. Une mobilisation qui vise cette année particulièrement les femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses à être touchées par le virus. José Blanc-Lapierre, Marie Cros. On accélère, tape! Séance d'échauffement pour les filles du FC Arc-en-Ciel, avec un coach qui revient de loin. Christine Aubert, séropositive depuis 15 ans, encore debout, grâce au foot. Je me suis toujours dit que de pratiquer le sport et de continuer à jouer au foot, ça permettrait à faire que je sois plus active que le virus et que voilà, j'arrive moi à le combattre. Quand elle apprend sa contamination, Christine tombe de haut. Le sida, c'était pour les homosexuels, pas pour elle. À l'époque, elle se croit fichue. Allez hop. Très vite, je me suis laissée un peu aller. J'ai été hospitalisée d'urgence parce que voilà, pour moi, il fallait que je me laisse mourir, puisque j'allais mourir. Donc, plus possibilité de jouer au foot, plus possibilité d'avoir d'enfants, de construire quelque chose. Puis les traitements, jusqu'à 20 comprimés par jour, qui sauvent la vie, mais qui réservent aussi leur lot de mauvaises surprises. Des jambes de plus en plus fines, plus de fesses et un ventre qu'elle préfère cacher. C'est difficile à vivre au quotidien, dans le fait que je peux pas m'habiller comme je veux, que l'été, voilà, se promener en maillot de bain c'est difficile, parce que mon corps m'appartient plus, parce qu'il est complètement déformé, et qu'évidemment ça peut choquer. Autre conséquence du traitement, une maladie rare qui a nécessité de lui transplanter un nouveau foie il y a 2 mois. Chaque fois, Christine encaisse et se relève. Oui, j'aimerais être sur le terrain, j'aimerais jouer, mais bon, pour l'instant, je reste à ma place, derrière la ligne, et j'entraîne. Et puis voilà. En 2006, parmi les 7000 nouveaux malades, 43% étaient des femmes. Et sachez que vous pouvez déjà faire un don au SIDAction par téléphone au numéro gratuit 110 ou par internet sur www.sidaction.org. L'année dernière, l'opération avait permis de récolter plus de 5,5 millions d'euros. Une image maintenant à l'étranger, celle du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en visite à Bagdad lors d'une conférence de presse sur l'avenir du pays. Une forte explosion à l'extérieur a été ressentie au moment même où il s'exprimait aux côtés du Premier ministre irakien, Nouri al-Maliki. Une attaque symbolique et une explosion due à un obus de mortier qui est tombé dans le jardin des bureaux du Premier ministre. Direction maintenant Téhéran, où, je vous le disais tout à l'heure, David Pujadas et Thierry Tuillier ont pu rencontrer pour un entretien exclusif le président Ahmadinejad. En place depuis 2005, le leader iranien a multiplié les provocations, notamment envers les États-Unis, les Israéliens ou encore sur la question du nucléaire. Une question sensible qu'il devrait d'ailleurs aborder aux Nations Unies dès demain. On retrouve tout de suite sur place à Téhéran David Pujadas. Oui, retour ici en Iran pour cet entretien exceptionnel. Je vous le disais, c'est la première fois que Mahmoud Ahmadinejad reçoit une télévision européenne. La première impression lorsqu'on le rencontre dans son palais présidentiel, c'est que l'homme
qui fait trembler la planète ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il s'habille toujours comme l'Iranien moyen, avec son fameux blouson. Il y met même un point d'honneur. Il aime rappeler qu'il est fils de forgeron. Et c'est d'ailleurs ce côté enfant du peuple, très rigoriste, qui a beaucoup séduit les Iraniens il y a 2 ans. Mais les choses ont un peu changé. Il est maintenant contesté, y compris pour ses provocations verbales. Avant d'entendre cette interview réalisée avec Thierry Tuillier, Bruno Girondon, Michel Treillet et Franck Brisset, voici l'état d'esprit qui règne aujourd'hui à Téhéran. C'est un reportage de Renaud Bernard et de Franck Brisset. À Téhéran, on patiente à la station-service, même le jour du Nouvel An. C'est le paradoxe au pays des 2e réserves mondiales de pétrole. On s'apprête à rationner l'essence. Ça va mal pour tout le monde. Les pensions sont faibles, le chômage augmente et les loyers aussi. Maintenant, s'il y a pénurie d'essence, je n'en voudrais pas au président Ahmadinejad. J'ai voté pour lui, je le soutiens. Ce retraité reste probablement sous le charme de l'élection triomphale de Mahmoud Ahmadinejad en 2005. Vous le saurez tous, mes ministres avaient promis le nouveau président. Mais 2 ans après, sur le marché, la ménagère voit bien que les prix ont augmenté de 35%. Elle est lasse aussi. Sur le plan des libertés, si son voile reste fantaisiste, si ses cheveux sont toujours décolorés, sa condition n'évolue pas. On subit toujours les mêmes restrictions. Ce n'est ni pire ni meilleur qu'il y a 10 ans. Sur le nucléaire, longtemps la position intransigeante du président a galvanisé la population. Mais les menaces de sanctions internationales qui planent inquiètent les Iraniens les plus insouciants. Je travaille à la bourse de Téhéran. Cette crise affecte profondément les marchés. Le niveau des actions se porte très mal. À Téhéran, l'heure n'est plus à l'état de grâce pour le président, comme si les Iraniens attendaient avec impatience l'arrivée du printemps. Voilà, nous voici donc au palais présidentiel. Bonsoir Monsieur le Président et merci de nous accueillir ici avec Thierry Tuillier en séjour de Nowruz, le nouvel an iranien. Dans quelques jours, vous serez à l'ONU. À cette occasion, une grande partie du monde attend et espère un geste de paix de votre part, une initiative, une ouverture. Est-ce que c'est votre intention ? J'ai annoncé que je serai là, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour défendre la position de l'Iran. Nous sommes un peuple pacifique. Nous n'avons jamais attaqué personne. Nous sommes le berceau de l'humanité. Une grande nation qui refuse l'oppression. Nous souhaitons dialoguer. En France, c'est la même chose, non ? La France accepterait-elle de renoncer à sa souveraineté? Bien sûr, nous allons faire de nouvelles propositions, de bonnes propositions, pour défendre notre droit inaliénable. Vous allez formuler d'autres propositions à l'occasion de votre venue à New York ? Oui, nos propositions seront basées sur le droit et les lois, et sur les droits inaliénables dont disposent toutes les nations. Pas uniquement sur ce que veulent les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Est-ce que, par exemple, vous êtes prêt à accepter une suspension de vos activités nucléaires, de l'enrichissement nucléaire, en échange d'une suspension des sanctions? L'enrichissement de l'uranium est légal. Les positions américaines et britanniques au Conseil de sécurité sont illégales. Donc vous n'acceptez pas l'idée d'une suspension de vos activités nucléaires? C'est une demande illégale pour nous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que l'Iran ne cherche pas à fabriquer une bombe? Nous avons répondu déjà à plusieurs reprises. Nous ne voulons pas de bombe. C'est inutile et notre religion nous l'interdit. Les Américains ont un important arsenal, mais leurs bombes les sauvent-ils du bourbier irakien?
L'État d'Israël qui a la bombe, a-t-il gagné au Liban? Les gouvernements qui dépensent de l'argent pour construire des bombes atomiques trahissent leur peuple. Est-ce que vous craignez une attaque américaine, puisque ce scénario n'est pas écarté par Washington? Nous ne sommes pas inquiets pour deux raisons. D'abord, les circonstances sont défavorables à une attaque de la sorte. Et puis je sais qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des sages qui ne commettront pas cette folie. Si votre programme nucléaire inquiète, c'est parce que votre discours est souvent perçu comme menaçant et directement menaçant. Vous avez dit par exemple qu'Israël allait disparaître, avait vocation à disparaître. Vous avez même employé les termes rayés de la carte. Est-ce que c'est un souhait de votre part? Est-ce que c'est une volonté? Pourquoi inquiéter? Vous avez employé ces mots. Où est l'Union soviétique? Elle a disparu, non? Comment? Pour la Palestine, nous avons une solution humaine. Organiser un référendum pour mettre fin à 60 ans de guerre en Palestine. Et pour nous, le résultat est évident. Pour vous, est-ce que le génocide juif est une réalité historique ou pas? Ce que j'ai dit, c'est que si l'Holocauste est vrai, alors ça s'est produit. Pourquoi les Palestiniens devraient-ils en payer le prix? Vous dites si l'Holocauste a existé, ça signifie que vous n'en êtes pas sûr, malgré tous les travaux des historiens? La réalité historique, c'est que l'on ne doit pas interdire aux historiens d'enquêter. Mais pour parler de l'Iran, on a constaté qu'il y avait eu des manifestations d'étudiants, vous contestant, n'étant pas d'accord forcément avec votre politique. C'est un élément nouveau. En Iran, votre camp a perdu les élections locales l'année dernière. Comment vous analysez cet isolement et finalement ce recul? Allez voir dans les rues. Vous constaterez qu'il n'y a pas de fossé entre le peuple et le gouvernement. Le peuple est uni. Et je fais corps avec lui. L'image que nous avons souvent de vous, depuis l'Occident, c'est un président avec un look qui n'est pas conformiste. Vous portez très peu le costume, vous êtes souvent habillé comme vous l'êtes devant nous. Est-ce que ça a un sens pour vous? Sachez que pour ça aussi, la culture américaine essaie de s'imposer. On perdra beaucoup de choses si l'on accepte. Il faut rester soi-même, mais je le répète, je ne vois aucune autre signification. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici à Téhéran. On retourne tout de suite à Paris. C'est à vous, Laurent. Merci David, merci Thierry. Voilà pour cet entretien exclusif enregistré en toute fin d'après-midi à Téhéran. En France, certains en sont persuadés, on nous cacherait des choses depuis des années sur les ovnis. Ils fascinent et alimentent tous les fantasmes. C'est certainement pour tordre le cou à toutes les rumeurs que pour la première fois, le Centre national d'études spatiales ouvre ses archives au grand public. Alors révélation ou pas, les explications de Muriel Lassaga et Olivier Combes. Dans les archives du CNES, toutes sortes d'ovnis. Il y a un point fixe, il ne bouge pas depuis... Pour ce vidéaste amateur, probablement un ovni. Pour d'autres, certainement la trace d'un avion de ligne dû à l'humidité de l'air. Mais certains cas restent troublants, comme ces empreintes. Encore un mystère pour tous les spécialistes.
Un exemple des archives qui sont désormais accessibles sur le site du CNES. Celle-là, j'ai rarement vu avec des poignées comme ça. C'est ce que les gens disent avoir vu, enfin dessinent. Alors on a des choses très sommaires. 30 ans de recherche, de collecte, 100 000 pages de documents sur des phénomènes étranges, identifiés ou pas. Pour 25% des cas observés, il n'existe aucune explication. En France, le plus énigmatique survient en janvier 1994. En plein jour, à 12 000 mètres d'altitude au-dessus de Paris, l'équipage d'un avion aperçoit un objet. J'ai vu ce que j'ai identifié comme une énorme lentille rouge sombre avec des bords flous. Les radars repèrent l'appareil, alertent les avions de chasse. Mais l'OVNI disparaît sans laisser de traces. À ce jour, aucune explication. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de fabriquer de tels objets. On se pose la question, qui les fabrique et d'où viennent-ils? C'est en ce sens que on peut se poser la question si effectivement l'hypothèse d'objets venant d'ailleurs, donc l'hypothèse extraterrestre, est recevable. Et je considère qu'à ce niveau, cette hypothèse est tout à fait recevable. Dans le monde, 150 autres cas du même type ont été observés, toujours sans réponse. Et le site du CNES qui a ouvert aujourd'hui est déjà victime de son succès. En milieu d'après-midi, il était saturé par le nombre de connexions, donc très difficile d'accès. Le traditionnel salon du livre a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. C'est la 27e édition et la littérature indienne est l'invité d'honneur. 2000 auteurs sont attendus pour rencontrer leur public et cela jusqu'à mardi prochain. Salon où s'est présenté Dominique de Villepin. Parmi eux, une habituée des best-sellers, l'écrivain belge Amélie Nothomb, c'est l'un des poids lourds de l'édition francophone de L'hygiène de l'assassin à stupeur et tremblement. 20 millions d'ouvrages vendus au rythme d'une sortie par an. Portrait signé Bruno Ledreff. C'est un simple stylo à billes, mais il vaut de l'or, ou plutôt la main qui le tient, ou encore la tête qui le dirige. Amélie Nothomb est un phénomène d'édition. 15 livres en 15 ans, tous des best-sellers, 20 millions d'exemplaires dans 40 pays. Où trouve-t-elle cette prolifique inspiration? Souvent dans la vie quotidienne, dit-elle, mais peut-être aussi dans une discipline de fer. Généralement, ça commence vers 4 heures du matin, c'est l'heure où je me lève, avec le violent besoin d'écrire, mais en même temps, pas tout à fait assez de force pour le faire quand même. Alors aussitôt, au saut du lit, je me prépare un demi-litre de thé beaucoup trop fort, que je bois à jeun en un coup, histoire de me faire exploser la tête. Ensuite, je me jette sur mon cahier d'écriture et mon stylo cristal, mon bic cristal. Et tout de suite, on peut dire que ce thé trop fort ressort aussitôt sous forme d'encre et je noircis du papier sans m'arrêter pendant 4 heures. Et c'est comme ça depuis le début. En 92, elle a 25 ans, elle publie son premier livre, Hygiène de l'assassin, un succès déjà, consacré par les intellectuels et la télévision. Aujourd'hui, elle dispose de ce qui est un vrai privilège, un bureau, petit mais bureau, chez Albin Michel, son éditeur depuis toujours. Elle y passe des heures à lire le très abondant courrier de ses lecteurs, auquel elle répond. Je ne peux pas faire autrement. Je me dis, quand je vois tout ça, tout ce qu'il y a derrière moi, tout ça, je me dis, mais tous ces gens qui veulent me dire quelque chose et je ne lirai pas ça. La curiosité est la plus forte. 2-3 choses encore qu'on sait d'elle. Elle écrit 3 romans par an, mais n'en publie qu'un seul. Elle n'a ni téléphone portable, ni ordinateur, ni permis de conduire. Mais elle fait partie de ce tout petit pourcentage d'écrivains qui vivent de leur plume. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, envoyé spécial, Françoise Joly et Guylaine Chenu, au sommaire notamment un document sur la cocaïne et les nouvelles filières qui inondent la France. Demain 13h, Françoise Laborde, rendez-vous à 20h, à demain, belle soirée à vous.